Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, notre partenaire, le Clémy, nous propose un nouvel épisode de sa série. Vous le savez, La famille tout écran, et on regarde un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Ingrid Bianchi qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Ingrid. Bonjour Philippine. On est ravis de vous retrouver dans l'émission. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Nous allons parler des stéréotypes de genre chez les étudiants. Suspense, on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. Comment répondre à la crise démocratique que vit la France, vous le savez, depuis quelques mois. Comment aussi recréer du lien entre députés et citoyens? Eh bien voilà deux questions qu'on va poser à nos invités. Ils sont en plateau aujourd'hui avec nous. Éloi Ardaille. Bonjour Éloi. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'émission. Vous êtes le cofondateur de l'application Paul et vous êtes venu avec votre associée cofondatrice Héloïse Sicre. Bonjour Héloïse. Bonjour. Soyez également la bienvenue. Vous allez nous parler de votre parcours et puis de ce que vous faites aussi avec Paul dans un instant, juste après le focus. Mais on commence d'abord par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Aujourd'hui au programme, le Seigneur des dodos. On découvre ça. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. Et elle resta à jamais une légende dans tout le royaume. Venez, ma chérie. Alors? Ça y est, elle dort comme un loir. Pitié, il veut pas aller se coucher, j'en peux plus. Plus il me regarde, moins il a sommeil. Et demain, il aura la tête en vrac et moi, la batterie à plat. Ils ont beau avoir des journées stressantes, à courir partout et à faire mille choses, une belle histoire, et hop, dodo instantané. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Je sais que vous pouvez lire des livres sur vos écrans. Mais je l'avoue, un livre en papier, ça fait moins mal aux yeux que moi. Et surtout avant d'aller se coucher. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux. Chérie, tu veux bien me raconter ta journée au boulot? Ah, bien sûr. Alors, ça a commencé avec une réunion stratégie et action synchronisée à adapter au BTP et solutions de post-crossing. Et ensuite, Michaud, le directeur du personnel que j'avais jamais vu. Associer les Français aux décisions qui les concernent et donner la parole aux jeunes surtout. La vie politique et démocratique les concerne évidemment aussi, vous le savez, mais ils disent être trop souvent les grands oubliés de nos dirigeants. Deux jeunes se sont donc lancés le défi de faire changer les choses sur le sujet. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à nos côtés, donc pour en parler, Éloi Ardaille, cofondateur de l'application Paul, et Héloïse Sicre, cofondatrice de cette même application. En introduction, 3 Français sur 4 aujourd'hui souhaitent pouvoir donner leur avis sur des thématiques qui font écho à leurs préoccupations quotidiennes si un outil simple d'utilisation le permettait. Ça, c'est un sondage Toluna Harris Interactive réalisé en 2023. Héloïse, Paul, en quelques mots, l'idée est très simple. C'est de faire voter chaque jour des citoyens sur une question en lien avec un texte étudié à l'Éducation nationale, à l'Assemblée nationale, ou sur une question d'actualité politique. Mais c'est aussi bien plus que ça. Est-ce que vous voulez bien, Héloïse, nous raconter les débuts de Paul et puis ce que vous faites aujourd'hui? Bien sûr. Alors, Paul, déjà, est né le 1er juin 2023. C'est en réponse notamment aux contestations qui étaient faites durant la réforme des retraites. On s'est dit avec Éloi Ardaille qu'il était temps d'avoir un outil, justement, qui permette aux Français et aux citoyens de répondre et de se prononcer, en fait, quotidiennement. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de recréer du lien entre le citoyen et les députés, donc les élus. Et le fonctionnement est très simple. C'est une question par jour. Cette question peut être relative à un texte qui est étudié à l'Assemblée nationale ou alors un fait d'actualité, donc une question de type actualité. Le lendemain, il y a les réponses à cette question-là. Donc il y a les votes du député de sa circonscription, les résultats à l'échelle de l'Assemblée nationale, à l'échelle de la nation, donc des Français, et à l'échelle de la circonscription. Et généralement, les résultats sont assez différents? Ça dépend beaucoup des votes. Comme c'est quotidien et qu'il y a beaucoup de questions très différentes, c'est vraiment très variable. Nous, en tout cas, à chaque question, on ajoute un contexte avec donc des avis favorables et des avis défavorables, ce qui permet vraiment de se forger un avis et d'avoir une idée sur la question.
Alors, Éloi, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples des questions qui sont posées au sein de votre application Paul, et puis peut-être de leurs réponses aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ces dernières semaines? Bien sûr, on a eu notamment des questions sur le maintien ou non d'Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation nationale. Donc là, on avait des réponses qui étaient majoritairement négatives, des gens qui voulaient effectivement que le poste soit redonné à quelqu'un d'autre. D'accord. On a eu aussi des votes intéressants sur les motions de censure qui ont été posées, donc à la fois contre le gouvernement d'Elisabeth Borne et à la fois sur le récent de Gabriel Attal. Et on note une confiance qui est quand même accrue envers le gouvernement de Gabriel Attal que n'avait pas Elisabeth Borne, donc là-dessus on peut percevoir un espèce de petit renouveau. C'est intéressant, effectivement. Ouais. Et est-ce que ces réponses, elles sont différentes de ce que pensent ou peuvent voter les députés, Héloïse par exemple? Alors oui, parfois oui, effectivement. Après, ça dépend énormément, je me répète, mais ça dépend énormément. Là, si je prends un exemple sur la question de dimanche qui était sur le vote à 16 ans, donc qui est une question très intéressante. C'était pour ou contre le vote à 16 ans? Exactement. Et on a eu 80% de non. Donc sur plus de 14 000 votes et avec près de 500 abstentions, parce que sur l'application, on peut voter pour, contre ou s'abstenir. Et donc voilà, c'était une question qui était débattue notamment au cours des présidentielles 2022. Bien sûr. Donc voilà, c'est des questions d'actualité et elles sont parfois clivantes, effectivement. Votre ambition, est-ce que c'est justement de résoudre ce problème de l'abstention et du désintérêt politique, notamment chez les jeunes? On sait qu'il est grandissant aujourd'hui, Éloi. Oui, on a deux grands objectifs. Le premier, c'était de recréer ce lien entre les citoyens et les élus. Donc, il passe par, on pense en tout cas avec Héloïse, c'est pour ça qu'on a créé cet outil, il passe par le fait de redonner confiance aux citoyens, déjà en s'informant tous les jours sur des textes qui sont étudiés, dont ils n'ont pas forcément connaissance, mais aussi en leur permettant de suivre l'activité de leurs députés et de l'Assemblée nationale, chose qu'ils n'avaient pas. Ils trouvaient souvent que l'Assemblée était un endroit assez opaque, on ne savait pas tellement ce qui s'y passait. Donc là, l'objectif, c'était de leur permettre tous les jours de voir concrètement ce qui s'y passait. Et notre deuxième objectif, qui va arriver dans un second temps, ça va être de permettre aux citoyens de participer à l'élaboration de politiques publiques à l'échelle locale. Ce qu'on souhaiterait, c'est permettre à des collectivités de sonder un bassin géographique précis et donc permettre aux citoyens de réellement s'impliquer dans la vie démocratique locale en répondant en faveur ou en défaveur d'une politique publique qui est en cours d'élaboration. Vous avez des demandes justement de la part de collectivités ou même de personnalités politiques sur ces sujets-là? Oui. D'analyser les données que vous avez Effectivement. Puis vu que notre échantillon grossit de jour en jour, on va bientôt être en mesure de pouvoir le faire. Aujourd'hui, Paul, c'est combien d'utilisateurs à peu près tous les jours? Alors, on a une moyenne quotidienne de vote de près de 14 000. Donc 14 000 votants, et on est à plus de 60 000 téléchargements là actuellement. Et vous êtes capable de dire ils sont dans telle tranche d'âge, c'est plutôt des hommes, des femmes? Alors on a simplement les tranches d'âge, c'est optionnel sur l'application, on peut la renseigner ou pas. On est à peu près à 30%, un peu plus de 30% de 18-24 ans. Et après, c'est assez bien réparti. Il y a même des plus de 60 ans. Donc, c'est très bien réparti. Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux d'une application comme Agora qui a été lancée par le gouvernement récemment? Quelle est votre différence pour les gens qui ne connaissent pas forcément Paul? Je pense que notre principale différence, c'est le fait d'être une initiative citoyenne, pas gouvernementale. On pense que les citoyens ont une sorte de défiance envers tout ce qui émane du gouvernement, y compris des initiatives comme celle d'Agora. Et nous, on est simplement deux citoyens comme eux qui ont essayé de monter quelque chose pour les aider à mieux comprendre, à mieux appréhender la vie politique. Vous étiez tous les deux intéressés déjà de base par la politique ou pas du tout? Alors par nos études, effectivement, on l'était. On a fait Sciences Po Lille tous les deux, donc effectivement, on était intéressés au sujet. Mais disons qu'on n'avait jamais pensé à faire une innovation politique de cette sorte-là. Et c'est surtout en confrontant avec des personnes qui ne sont pas dans les sciences politiques que l'idée est née. Ce n'est pas forcément avec nos compères. Parce que j'allais dire effectivement que de nombreux citoyens, notamment en particulier les jeunes, estiment ne pas être suffisamment représentés aujourd'hui par les représentants politiques. Vous qui appartenez évidemment à leur génération, est-ce que vous partagez leur avis, Éloi? Oui, je pense que ce n'est pas une question qui est forcément générationnelle. Je pense que de manière générale, tous les citoyens ne se sentent pas forcément représentés aujourd'hui. La fatigue démocratique actuelle en témoigne. Mais du côté des jeunes, c'est vraiment flagrant. En tout cas, il y a des... On ne peut pas dire qu'il y a un manque d'intérêt des jeunes. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt pour pas mal de sujets comme l'environnement, les inégalités, etc. Parce que c'est une génération engagée aussi, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, mais qui n'est pas engagée politiquement. Donc nous, on essaie de répondre un peu et de faire une passerelle entre les deux. Pourquoi, selon vous, elle n'est pas engagée politiquement, cette génération ? Je pense qu'elle n'a pas vraiment confiance dans les institutions, en ce système de démocratie représentative, mais qui ne fonctionne qu'à échéance de 5 ans,
avec des élections présidentielles et législatives. Donc je pense que ce sont les principales raisons. Nous, on a envie vraiment de remettre le vote dans le quotidien des Français. Ingrid, qu'est-ce que vous partagez comme opinion, comme avis? Je vous vois les écouter religieusement. Oui, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on a aujourd'hui pour la première fois un gouvernement à la tête qui est un des plus jeunes, le plus jeune. Donc on pourrait imaginer que les jeunes finalement se sentent représentés par Gabriel Attal, et puis d'autres qui sont aussi relativement jeunes. Et finalement, non, ce n'est pas une question d'âge, en fait. Ce n'est pas une question de rôle modèle, d'âge auquel on peut s'identifier. C'est effectivement, on sent la défiance qui vient en contradiction avec le niveau d'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes s'engagent peut-être moins en politique parce qu'ils ne croient pas qu'il y a de l'impact en politique, alors que par contre, ils s'engagent très fortement dans des associations, dans des ONG, pour lesquelles ils voient effectivement peut-être beaucoup plus de résultats et d'impact sur le terrain. De toute façon, effectivement, tous les jeunes ne se détournent pas de la politique, mais ils sont nombreux, et vous le dites très justement tous les trois, à le faire. Dans l'enquête Louis Harris pour l'Institut Montaigne réalisée en 2022, les jeunes qui se reconnaissent d'aucune proximité idéologique ou politique représentent quand même 34% de l'échantillon des 18-24 ans. Et Louis, selon vous, quel est le principal obstacle justement à l'engagement des jeunes aujourd'hui? On parlait de ce sujet de confiance, vous partagez ce même avis? Ce sujet effectivement de confiance et de méfiance, mais aussi de déconnexion. En fait, je pense que les jeunes se disent que les personnalités politiques aujourd'hui ne répondent pas en fait aux enjeux, en tout cas qui les touchent directement. Ils sont déconnectés de la réalité de ce que vous vivez. Je pense. En tout cas, nous, on le vit dans notre génération. C'est ce qu'on voit aussi notamment sur les réseaux sociaux et sur les commentaires en fait, qu'on nous laisse sur l'application. C'est qu'en fait, pour la première fois, Paul va permettre de donner rendre la politique accessible. Et beaucoup de personnes nous disent merci, parce que maintenant, je me sens assez proche de la politique pour la comprendre. Et donc, je suis un peu moins méfiante et moins déconnectée. Je suis concernée, effectivement. C'est intéressant parce que vous parliez aussi de méfiance, qui est très différent du sujet de la confiance politique, méfiance envers les politiques. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être méfiant envers des personnalités politiques? C'est leur parcours, c'est les affaires qui les touchent? Alors potentiellement, oui, potentiellement leur parcours. Il y a aussi énormément d'affaires, je pense, qu'il y a eu lieu ces dernières années, qui ont pas mal touché toutes les générations, mais notamment notre génération assez jeune. Donc je pense qu'il y a une certaine méfiance envers les politiques. Effectivement, on va continuer à en parler dans un instant parce que c'est passionnant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. A ghost with a bad little horn, I'm already knowing gon' come with some smoke. Yeah,
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités Éloi Ardaille et Héloïse Sicre, les cofondateurs de l'application Paul. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique d'Ingrid Bianchi qui a une idée derrière la tech. Ingrid, les écoles d'ingénieurs n'accueillent encore en moyenne que 30% des femmes parmi leurs étudiants. C'est vraiment pas beaucoup. Et si les écoles de management parviennent à la parité, les étudiants se dirigent davantage vers des carrières en finance, quand les étudiantes, elles, choisissent plus souvent d'étudier les ressources humaines. Comment on peut expliquer ces disparités, Ingrid ? Alors déjà, il faut savoir que 60% des étudiants considèrent que les garçons et les filles n'ont pas exactement les mêmes compétences professionnelles. C'est ce qui ressort en fait d'un baromètre qui a été lancé par l'Association française des managers de la diversité en collaboration avec la Conférence des grandes écoles. Et ça traduit donc une persistance des stéréotypes de genre dans les grandes écoles. L'enquête avait pour but justement de pouvoir étudier et évaluer le poids des stéréotypes, à la fois dans les choix d'orientation, mais aussi de voir comment ces stéréotypes vont quelque part impacter aussi les parcours professionnels et le choix même des métiers. Bien sûr. Et quelles sont justement les représentations que se font les étudiants ? Alors, globalement, 80% des étudiants, au départ, pensent et avouent que les compétences professionnelles sont identiques entre les garçons et les filles. Mais cette vision égalitaire de départ, qui peut être une image globale des étudiants, va petit à petit, en fait, se réduire à travers le détail, quand on va détailler les différentes compétences. Et là c'est intéressant parce que seule une minorité va pouvoir s'extraire, en fait, totalement des stéréotypes de genre. On voit, par exemple, que des qualités d'écoute, de sensibilité ou même de communication vont plutôt être attribués aux femmes. Bon, sans très grande surprise, évidemment. Les hommes, eux, on va plutôt leur attribuer la confiance en soi, la gestion du stress, l'autorité, le leadership. Et donc, ce sont des qualités, effectivement, qui vont être très différentes et qui vont marquer, du coup, la capacité à évoluer dans certains environnements. Alors, justement, dans quelle mesure ces stéréotypes de genre dont vous nous parlez sont-ils intériorisés chez les étudiantes et surtout de quelle façon ? Alors, c'est surtout chez les étudiantes, finalement, parce que ça va peser sur leur choix de parcours d'orientation, puisque finalement, les qualités qui sont attribuées à ces stéréotypes vis-à-vis des femmes vont plutôt les orienter vers des qualités de savoir-être, des qualités personnelles, qui vont plutôt les positionner un peu hors champ professionnel, donc à la maison, par exemple, dans la vie personnelle, alors que les hommes, pour le coup, ces qualités, ces stéréotypes vont plutôt les orienter et les projeter vers justement l'environnement professionnel, d'une part, mais d'autant plus sur des postes à forte responsabilité. Quand on parle de leadership, de confiance en soi et d'autorité, évidemment, on imagine que derrière, ça donne tout de suite une orientation pour les jeunes femmes et ça va donc forcément impacter leur choix de parcours. Au-delà des qualités attribuées, est-ce que ces aspirations sont les mêmes chez les filles que chez les garçons ? Alors, le sujet de l'ambition, qui est un grand sujet dont on parle souvent, notamment pour les femmes. Alors déjà, le sujet de l'ambition, on l'associe pour la plupart du temps au désir de réussir, au succès, aux honneurs, au pouvoir. Mais ce sujet de l'ambition a toujours posé question pour les femmes. Alors c'est un sujet un petit peu tabou pour les femmes, qui n'est pas très clair en termes de positionnement. Peut-être parce qu'elles n'osent pas s'avouer qu'elles sont ambitieuses. En tout cas, c'est dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif, on se dit... Les femmes, finalement, manquent d'ambition. Et là, on voit que, d'abord, globalement, 76% des étudiants sont ambitieux. En même temps, c'est logique, nous interrompons des grandes écoles, donc ce n'est pas étonnant. Mais là, ce qui est plus étonnant, c'est que les femmes sont en majorité à se déclarer ambitieuses pour 56% de l'ensemble des ambitieux. Et ça vient justement contredire les stéréotypes sur le niveau d'ambition des femmes et bien souvent aussi leur choix de carrière qui pourrait être moins ambitieux. On voit également une corrélation entre l'ambition et la position de manager. Donc, ça montre bien effectivement que l'ambition est liée au fait de pouvoir occuper des responsabilités. Et est-ce que les attentes entre les garçons et les filles sont les mêmes ? Alors, il y a deux types d'attentes qui sont les mêmes. C'est la rémunération. Donc, on parle beaucoup de sens, mais là, pour le coup, c'est vraiment la rémunération qui apparaît dans les premiers items. Et ce qui apparaît nouveau, c'est l'équilibre de vie
qui est identique chez les garçons et chez les filles. Après, des différences peuvent effectivement arriver sur des attentes spécifiques. Par exemple, pour les hommes, on va avoir des opportunités, enfin un désir d'avoir des opportunités d'apprendre, de comprendre, alors que pour les femmes, ça va être plutôt des attentes qui sont tournées vers les autres, à savoir aider les autres et aider la planète. Vous nous parlez effectivement de ces disparités. Est-ce qu'elles existent aussi entre les filières, par exemple, entre écoles de management ou encore entre écoles d'ingénieurs ? L'étude de la FMD a justement montré que ce n'est pas tant le genre qui va influencer les motivations, mais plus les filières. Et on le voit puisqu'il y a des différences en fait selon les écoles. Dans les écoles de management, par exemple, là, on a une relative similitude d'attentes, comme on l'a vu, autour du développement personnel, de pouvoir aussi se développer, grandir. Et puis, dans les écoles d'ingénieurs, par contre, là, il y a une différenciation garçon-fille, où les filles vont plutôt s'orienter justement vers des aspirations collectives, le fait de pouvoir justement aider la planète, collaborer, échanger, partager. Il y a une différence aussi entre l'ambition et être ambitieux, le pro et le perso. En fait, c'est là qu'on voit que le rapport à l'ambition va être très différent entre les garçons et les filles. Les filles vont plutôt avoir tendance à avoir de l'ambition pour le collectif, pour faire bouger les lignes. C'est une sorte de moteur pour agir. Quand les garçons vont plutôt se dire ambitieux pour eux-mêmes, pour se développer, pour réussir quelque chose. Vous avez une petite conclusion, je crois, à nous proposer, Ingrid. Il est nécessaire évidemment de déconstruire les stéréotypes les plus ancrés, mais aussi dans les imaginaires. Dites-nous tout. Alors, on sait que les grandes écoles sont très attentives à ce sujet des stéréotypes de genre et qu'elles y travaillent déjà depuis de longues années. Il y a un certain nombre de sensibilisations, d'interventions pour pouvoir justement déconstruire cette question des stéréotypes. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, ça sera intéressant de travailler non plus que sur l'ambition, puisqu'on sait que les jeunes femmes sont ambitieuses, mais par contre sur la déconstruction des compétences, des stéréotypes sur les compétences, c'est-à-dire effectivement permettre aux femmes mais aussi aux hommes, de considérer que les garçons et les filles, et les hommes et les femmes, ont les mêmes potentiels, les mêmes capacités et les mêmes compétences, justement, qui vont permettre de les orienter plus tard vers des métiers. Et donc, ça va amener les grandes écoles aussi à pouvoir accompagner ces jeunes et à déconstruire même pour leur futur rôle de manager leur représentation sur effectivement qu'est-ce qu'être un manager. Est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'une femme peut être manager plutôt que d'avoir l'idée que ce ne sont que les hommes qui ont du leadership? Merci Ingrid, j'ai envie de vous faire réagir évidemment Héloïse quand vous écoutez la chronique d'Ingrid. Vous êtes une femme dans la tech, vous êtes une femme entrepreneur. Est-ce que vous aussi vous avez eu peut-être des sujets on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous estimez avoir de l'ambition ou est-ce qu'au contraire, tout ça, ça a été des freins pour vous? Déjà, par expérience personnelle, j'ai fait 2 écoles différentes. Donc Sciences Po Lille, qui est majoritairement féminin, à 70%, donc ce qui est énorme. Et là, je suis en management de l'innovation entre l'École des Mines et Paris-Dauphine. Et là, étonnamment, et c'est un contre-exemple malheureusement, heureusement, on est 16 filles et 3 garçons. Donc il y a un renversement total. Je pense que c'est pas du tout, ça ne montre pas la réalité des choses dans d'autres écoles. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a en tout cas quelque chose qui a changé. En tout cas, je m'en rends compte avec mes camarades de classe. Dans les mentalités? Dans les mentalités, chez les filles. En tout cas, moi, je m'en rends compte personnellement. Et sur le côté, sur l'ambition, j'ai jamais eu l'impression que l'ambition était genrée. Donc effectivement, je rejoins ce côté-là. Et après... peut-être que certaines, malheureusement, se mettent des barrières. Moi, je n'ai pas l'impression de me mettre des barrières, mais tout comme Hello Hard Eye, en fait, on a la même ambition et on est cofondateurs, donc on va dans le même sens. Et vous avez bien raison, l'ambition n'a pas de genre. Merci en tout cas Ingrid pour cette chronique, merci aussi à vous de nous avoir donné votre point de vue. Et puis on lance ensemble tout de suite la deuxième partie du talk. Vous le savez, l'école du futur s'invente tous les jours sur School TV en compagnie de nos chroniqueurs. Ici, nous avons Ingrid et puis évidemment en compagnie de nos invités. Aujourd'hui, Éloi Ardaille et Héloïse Sicre. On continue à parler de l'application Pôle, l'application que vous avez lancée pour redonner aux jeunes, en particulier les jeunes, l'envie de s'engager politiquement. Pourquoi la participation politique aujourd'hui des jeunes est-elle cruciale pour la démocratie? Ça peut paraître évident, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Est-ce que vous voulez bien nous en parler?
Alors déjà, parce qu'on pense en tout cas que c'est l'avenir de la démocratie, évidemment, puisque c'est la jeunesse. Ensuite, on s'est très vite rendu compte, en tout cas dans les derniers chiffres sur les abstentions des élections présidentielles 2022, que les jeunes se désintéressent des urnes. Et c'est un réel problème, donc comme on l'a dit plus tôt. Mais en fait, comme on a pu le dire, c'est pas la participation électorale qui les intéresse, c'est plutôt la participation à la vie de la cité, à la vie politique. Et je pense que c'est effectivement très important de rejoindre ces jeunes-là et de les emmener vers une participation accrue. Peut-être qu'Éloi Ardaï a quelque chose à rajouter. Oui, je pense qu'il faut aller là où ils sont. Aujourd'hui, la plupart des canaux utilisés par les décideurs politiques sont des canaux traditionnels et on se rend compte que c'est pas du tout là où les jeunes sont et vont chercher de l'information. Donc nous, en tout cas, on a essayé d'aller sur des réseaux sociaux auxquels on n'était pas du tout habitués, comme TikTok, pour aller montrer notre application et montrer ce qu'on faisait. Et on a senti une réelle demande en fait de ces jeunes-là qui utilisent TikTok pour s'informer et du coup d'avoir créé une application, donc un outil sur leur téléphone qu'ils puissent utiliser quotidiennement, répondait complètement à ce besoin-là. Donc non, on pense qu'il faut juste aller là où ils sont et leur donner des outils qui sont adaptés à ce qu'ils recherchent réellement. Aller là où les jeunes se trouvent, justement, on va en parler de communication politique aussi, avec vous deux. Est-ce que vous pensez justement que les politiques aujourd'hui communiquent correctement ou assez auprès des jeunes? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait les inviter à faire pour qu'ils arrivent à toucher, à intéresser les jeunes? Des lives sur Instagram, comme on a vu pendant le Covid, est-ce que ça suffit, Héloïse? Ça ne suffit pas, je pense. Ils se trouvent sur beaucoup de réseaux sociaux maintenant, les personnalités politiques. Il s'avère qu'ils manient quand même très bien les réseaux sociaux actuels. On le voit avec leur nombre d'abonnés. Et récemment, nous, avec Paul, on a Gabriel Attal, donc le Premier ministre, qui a commenté un de nos TikTok, donc ce qui était énorme de la part d'un Premier ministre. C'était sur quel sujet, vous savez? Alors, on avait fait une vidéo sur... une vidéo de présentation de l'application, vraiment très simple, où on parlait tous les deux. Quelque chose de très simple. Et il avait écrit simplement « c'est téléchargé ». Donc voilà, on pense qu'ils sont sur les réseaux sociaux et effectivement. Est-ce qu'il y a un ou une politique qui se démarque, peut-être Éloi, sur le sujet de la communication auprès des jeunes? On a évidemment parlé de Gabriel Attal qui, ces derniers mois, ces dernières années, a fait beaucoup de communication auprès des jeunes, notamment avec des lives sur Instagram avec des influenceurs lorsqu'il était porte-parole. Est-ce que vous avez un nom qui vous vient en tête? Non, pas spécialement. J'ai pas été vraiment marqué par des politiques foncièrement. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Je pense qu'il y a du boulot. Après, pour être franc, je sais pas réellement ce qu'attendent les jeunes sur des réseaux sociaux parce que certains politiques ont essayé par exemple de se mettre sur TikTok. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il y avait un décalage flagrant entre ce qui se passait réellement sur TikTok et ce que les politiques faisaient. Donc je pense qu'il y a encore un peu de travail et à trouver une nuance dans ce genre de contenu. Est-ce qu'il y a une question d'âge aussi sur le choix du réseau social? Par exemple, est-ce que TikTok ne va pas toucher des jeunes beaucoup plus jeunes que d'autres jeunes qui vont plutôt être sur Instagram ou sur d'autres réseaux? Complètement. Même nous, en fait, on s'en rend compte avec nos communications de Paul. Sur TikTok, on est sur des plutôt jeunes. Sur Twitter, on est sur des plus âgés. Sur Instagram, un entre-deux, on va dire. Et je pense que les politiques l'ont aussi très bien compris. Bien que sur TikTok, on se rend compte qu'il y a quand même des personnes de tout âge et pas uniquement des jeunes. Donc ça a aussi été une révélation pour nous parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait des plus de 50 ans sur ce réseau social-là. Et oui, si je peux ajouter, j'ai pensé à Louis Boyard sur TikTok qui fait beaucoup de vues et qui génère beaucoup d'interactions. Qu'est-ce qui est sa différence aujourd'hui? Comment vous pourriez décrire Je pense qu'il est réellement jeune et qu'il pense de la même façon que ceux qui vont regarder son TikTok. Donc du coup, il donne l'impression que l'Assemblée nationale est une cour de récréation, etc. Donc ça fait souvent réagir. Est-ce que vous pensez, une dernière question avant de terminer, que l'implication des citoyens via votre application peut influencer certaines décisions politiques? On parlait tout à l'heure des collectivités qui ont pu vous contacter parce qu'elles étaient intéressées justement de savoir ce qui se passait, d'avoir les résultats aux questions qui étaient posées aux citoyens. Est-ce que vous pensez que demain, après-demain, sous peu, cette application peut influencer certaines décisions politiques? Alors notre objectif, c'est pas d'influencer certaines décisions politiques, mais c'est vraiment d'inclure le citoyen dans l'élaboration des politiques publiques et donc de le consulter, en fait, simplement. Et on espère que les collectivités territoriales ou locales se rapprocheront de nous, parce qu'effectivement, on est en train de développer cette partie-là de l'application. D'accord.
C'est annoncé aujourd'hui sur School TV dans l'école du futur. Merci en tout cas à tous les deux. Voilà, inclure les jeunes dans le paysage démocratique. Dieu sait que c'est important. Merci à vous d'être venus nous en parler. Héloïse Sicre, vous êtes cofondatrice de l'application Paul, étudiante à Sciences Po Lille entre autres. Éloi Ardaille, vous êtes aussi cofondateur de l'application Paul. Merci mille fois d'être venu nous en parler. Merci aussi évidemment à celle qui a toujours une idée derrière la tech, Ingrid Bianchi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Bonne journée.